Bienvenue à tous dans ce webinaire où on est l'égalité professionnelle entre femmes et hommes organisé par le CARIFOREF. Donc nous sommes ensemble pour une durée d'1 heure et nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui Camille Robert et Emmanuel Ménard-Vigneron du CIDFF, donc le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Je laisse la parole à Camille et Emmanuel. Bon Bonjour, webinaire. merci. Bonjour. Alors, je vais partager mon écran. Je te laisse commencer, Emmanuel, si tu C'est veux. moi qui commence. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, je vais d'abord me présenter. Donc, je suis Emmanuelle Ménard-Vigneron. Je suis chargée de projet emploi égalité insertion au CIDFF de Maine-et-Loire. Donc, notre siège social est situé sur le quartier de la Roseraie à Angers. Et donc, moi, je suis Camille Robert, conseillère à l'emploi, formatrice, comme Emmanuel, mais c'est au CIDFF de Loire-Atlantique, dont le siège est basé à Nantes, quartier Clotaureau, au sud de Nantes. Donc, on va commencer par vous présenter le réseau des CIDFF. Si vous avez des questions à certains moments durant le webinaire, vous pouvez les noter dans le forum de discussion. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas notre réseau, donc les CIDFF, ils dépendent d'une fédération nationale qui est située à Paris. Vous trouvez 98 CIDFF en France, que ce soit en métropole ou dans les outre-mer, c'est-à-dire que en règle générale, vous avez un CIDFF par département. Concernant nous, notre réseau, on est en co-animation avec Camille sur ce webinaire, puisqu'on a un fonctionnement en fédération régionale des CIDFF en Pays de la Loire qui fonctionne très bien et où effectivement nous pouvons intervenir sur les différents départements des Pays de la Loire ensemble. Donc, vous pouvez voir sur les cartes les différents espaces en Pays de la Loire, sachant que chaque CIDFF va avoir une vocation départementale. Donc, on va intervenir sur l'entièreté de nos départements. Pour ce qui concerne les missions des CIDFF, ce qu'on a de commun, c'est un agrément qui nous donne une mission d'intérêt général confiée par l'État sur l'information sur les droits. Par conséquent, nos projets associatifs ont pour objet de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, de favoriser l'autonomie des femmes dans les domaines juridiques, professionnels, économiques, social et familial, mais aussi sur un autre champ d'intervention, de lutter contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles. Pour cela, nous avons au sein des CIDFF des équipes de professionnels qui sont formés à l'accompagnement et à l'écoute, c'est-à-dire que toutes les interventions auprès du public sont réalisées par des salariés. Autant la gouvernance est bénévole, mais en tout cas, toutes nos interventions sont portées par les salariés dans différents domaines. Donc, comme je vous l'ai dit, l'information sur les droits. Donc, nous avons dans les CIDFF des juristes qui interviennent sur ces questions-là, qui dans 60% des cas répondent à des demandes plutôt autour du droit de la famille. Nous avons des services emploi, formation et création d'activités sur lesquels nous accompagnons de manière globale les femmes à un retour à l'emploi, à la reconversion professionnelle, à la création d'activités. Et donc là, porté par des conseillers conseillères emploi, des services de lutte contre les violences sexistes où il peut y avoir de l'accompagnement des victimes, mais aussi de la formation et de la sensibilisation. Et au travers de ça, nous avons des services de formation qui interviennent sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, qui interviennent sur l'égalité professionnelle, sur les inégalités entre les hommes et les femmes, etc. Au besoin, vous retrouvez toutes ces informations sur les sites internet des CIDFF de chaque département. Alors, si on passe sur
les objectifs de ce webinaire. L'objectif va être double. Le premier va être tout d'abord de réaliser un état des lieux des inégalités entre les femmes et les hommes, et ensuite la question des obligations réglementaires des employeurs en matière d'égalité professionnelle. Je continue. Au cours de ce webinaire, voilà, vous avez vos micros de couper, mais peut-être, voilà, on n'est pas nombreuses. Si vous souhaitez prendre la parole, poser une question, vous pouvez lever la main et on pourra réactiver le micro. Ou sinon, vous pouvez également le faire via la conversation. N'hésitez pas à poser des questions ou à nous demander des précisions si ce n'est pas clair. Et puis, on vous propose également, afin de dresser un état des lieux des inégalités, quelque chose d'interactif à partir d'un petit quiz. Et donc, d'utiliser, si vous le souhaitez, votre smartphone ou éventuellement ouvrir une autre page Internet, mais c'est plus compliqué, pour répondre à un petit quiz via Woodclap. Donc, il vous suffit de scanner le QR code ou d'aller directement sur le site Woodclap en tapant le code événement CIDFF 2023 pour pouvoir vous connecter. Alors, je vais aller sur l'autre page, ça va peut-être être plus simple pour visualiser le code Woodclap, mais en scannant directement avec votre smartphone, vous devez arriver directement sur la première question en attente. Voilà, donc je vous laisse quelques instants pour vous connecter. Si vous n'arrivez pas à vous connecter ou vous ne souhaitez pas le faire, vous pourrez interagir et répondre aux questions via la conversation, il n'y a pas de souci. Hop. Alors, vous pouvez d'ailleurs mettre dans le chat si c'est OK, si vous êtes connecté, comme ça, dès qu'on a un certain nombre, on va pouvoir commencer ce petit quiz. Ça fonctionne. Ça fonctionne? Hop. Ouais, je vois que ça commence à... OK. OK, je vous propose de commencer. Donc, il vous suffit de cliquer sur votre écran la bonne réponse et après, on en échange. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi mettre A 1, 2, 3 en fonction de votre réponse dans la conversation. Alors, première question. Aujourd'hui, en France, est-ce que les hommes sont plus diplômés, moins diplômés que les femmes, autant diplômés que les femmes, ou plus, pardon, il y a une erreur dans le... C'est pas faute de l'avoir gardé, moins, autant ou plus diplômés que les femmes. La dernière proposition est en plus. Pas faute de l'avoir relu, Camille. C'est pas faute de l'avoir relu, désolée. Hop. Donc, selon vous, la majorité, les hommes sont moins diplômés que les femmes. Donc oui, en effet, aujourd'hui, c'est un chiffre qui est assez constant. Les femmes sont plus diplômées que les hommes à la sortie de la formation initiale et ont des meilleurs taux de réussite à tous les diplômes, quels qu'ils soient. Elles vont plus loin dans les études, elles sont plus diplômées. Cependant, à noter quand même elles ont un taux d'employabilité différent. Elles trouvent un emploi plus difficilement que les hommes à niveau de diplôme égal. Voilà, donc ça, c'est déjà une première différence. Malgré que les femmes soient plus diplômées, elles ont un taux d'employabilité moindre. Alors, ces diplômes, ces orientations scolaires, quels sont-ils? À la fin de la troisième, il y a déjà une première démarcation qui s'opère, hein, puisque 71% des filles vont en filière générale et technologique et ils sont seulement 57% des garçons.
Les garçons vont plus souvent que les filles en filière professionnelle, en CAP, même si, bon, là, la différence est moindre. Et aussi, les garçons, en fin de troisième, vont soit un peu plus souvent redoubler ou sortir du système scolaire. On va retrouver également des différences après en filière générale. Si on prend les spécialités en terminale, alors aujourd'hui, avec les nouvelles filières, il est plus compliqué d'avoir des statistiques réelles sur les spécialités, mais quand même, on peut repérer que les filles et les garçons ne choisissent pas les mêmes spécialités. Les filles vont choisir davantage des spécialités liées aux sciences humaines et les garçons vont être plus nombreux dans les filières, dans les spécialités. Vous voyez, là, c'est flagrant sur sciences de l'ingénieur, numérique et sciences informatiques, où les filles n'y sont pas du tout. On va retrouver les filles principalement en sciences économiques, en histoire, et évidemment que 71% des spécialités langue, littérature, culture étrangère sont principalement des filles. Alors, ces statistiques, on a tendance à dire que toutes les filles s'orientent majoritairement vers les filières littéraires. C'est pas forcément vrai. Elles sont nombreuses en filière littéraire, mais en fait, c'est parce que les garçons n'y vont pas. La proportion des filles est importante parce que les garçons n'y vont pas. Mais les filles s'orientent majoritairement vers les filières économiques, histoire et les sciences biologiques. Moins la physique, la chimie et moins la mathématique. On retrouve également une différence sur les filières professionnelles, puisque les filles vont représenter 86% des CAP des secteurs sanitaires et social, également 86% des CAP coiffure, esthétique et services à la personne, mais elles ne représentent qu'1,1% des filières électricité, et donc ce sont des filières majoritairement occupées par les garçons. Alors, sur la seconde question, on va être sur le taux d'activité des femmes âgées de 15 à 64 ans. Donc, c'est-à-dire, selon vous, quel est le pourcentage de femmes qui est soit en activité ou en tout cas en recherche active d'emploi entre 15 et 64 ans? 60%, 70% ou 80%? Donc, les avis restent relativement partagés. Ah, le 70% semble malgré tout, on va dire, l'emporter. Et donc, effectivement, on est sur un taux d'activité à 70% pour les femmes et à 76% pour les hommes. Donc, on voit quand même que l'écart est assez peu important, hein, 6 points d'écart entre les femmes et les hommes. Ce qu'il faut avoir en tête aujourd'hui quand même, c'est que la norme n'est plus la femme au foyer, contrairement aux années 60 ou même encore au début des années 80, où là, on a pu voir des écarts dans les années 60 allant jusqu'à 43% de différence entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, les femmes, globalement, travaillent ou en tout cas ont le souhait de travailler. Pour autant, cet écart très peu important, il existe souvent et surtout au moment où les personnes n'ont pas d'enfants. C'est-à-dire que on voit que l'impact travail va à un moment donné creuser les écarts de taux d'activité. Si on prend le graphique, on voit que les écarts sont différents. C'est-à-dire que vous avez la courbe bleue marine, qui est la courbe des femmes,
où plus la famille s'agrandit et plus l'écart entre les hommes et les femmes se creuse. C'est-à-dire que les femmes vont s'occuper davantage des enfants et avoir une activité, alors pas forcément en arrêt total, mais en tout cas moins importante. Et puis, alors que les hommes, eux, avec le nombre d'enfants qui augmente, vont davantage travailler, puisque effectivement, il faut aussi s'occuper de la famille. Cet écart se creuse encore davantage quand les enfants ont moins de 3 ans. Là aussi, on voit hein, que l'impact de la famille sur le taux d'activité des femmes, malgré tout, reste encore présent aujourd'hui. Donc, c'est important de le souligner. Selon vous, et ça, vous pouvez peut-être y répondre dans la conversation, à votre avis, pourquoi... Ah non, c'est pas là. Pardon, excusez-moi. J'allais raconter une bêtise. Je vais déjà trop loin. Pardon, c'est moi. On continue alors. Je continue alors, Camille. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions dans le chat ou des observations, à Alors, le bleu intervenir. turquoise. Alors, le bleu turquoise, c'est quand on a des enfants de moins de 3 ans dans la famille et on me dit le jaune, c'est la même chose. C'est-à-dire que le bleu turquoise, c'est pour les femmes. Là, vous avez 4 couleurs. Le orange et le jaune, c'est pour les hommes. Les bleus sont pour les femmes. Et donc, le jaune, c'est quand il y a des enfants de moins de 3 ans. Et le bleu clair, c'est quand il y a des enfants de moins de 3 ans. On voit quand même que le taux d'activité, pardon, est impacté par l'âge des enfants. Et le nombre. Et le nom. Et ça, plutôt pour les femmes que pour les hommes. On voit bien que, à part quand ils ont plus de 2 enfants, on voit une légère baisse. Voilà. Il y a peu d'incidence entre 1 et 2 enfants, même s'il y en a un de moins de 3 ans, pour la courbe d'activité des hommes. On continue? On continue. Alors, on a parlé du taux d'activité, on parlait du taux de chômage. Donc, à votre avis, aujourd'hui en France, le taux de chômage des femmes, est-ce qu'il est inférieur à celui des hommes, identique à celui des hommes ou supérieur à celui des hommes? Alors là, nous avons à l'unanimité quasi supérieur à celui des hommes. Eh bien, en fait, aujourd'hui, si on prend les chiffres du chômage au sens du BIT, personnes disponibles pour occuper immédiatement un emploi, les femmes ont un taux de chômage identique, voire même un peu inférieur à celui des hommes, puisque en 2022, 7,1% des femmes actives étaient au chômage contre 7,5% des hommes actifs. Donc après, vous voyez là en bleu, la courbe de chômage des hommes, en jaune, la courbe de chômage des... Pardon, c'est l'inverse. En bleu, la courbe de chômage des femmes, en jaune, la courbe du chômage des hommes. Et donc, pendant des années, le taux de chômage des femmes était supérieur à celui des hommes en évoluant de façon quasi similaire. Et à partir de 2000, à partir de la fin des années 90, il y a commencé à avoir un rapprochement. Et avec la crise de 2008, qui a touché plus fortement les emplois dits traditionnellement masculins, ou en tout cas majoritairement occupés par des hommes, à savoir le bâtiment et l'industrie, il y a eu une inversion. Et donc, le taux de chômage des hommes et des femmes se sont retrouvés. Mais en effet, par contre, les femmes sont beaucoup plus nombreuses dans ce qu'on appelle le halo du chômage. Le halo du chômage, ça va être des personnes qui ne sont pas comptabilisées dans le cadre des chiffres du chômage parce qu'elles ne recherchent pas un emploi activement ou ne sont pas disponibles pour occuper immédiatement un emploi. Pour autant, c'est des personnes qui vont être en recherche d'emploi, soit vont faire des allers-retours entre être au foyer et recherche d'emploi, soit parce qu'elles occupent un emploi à temps partiel, mais souhaitent occuper un autre emploi. C'est ce qu'on appelle l'emploi à temps partiel contraint, ou bah, voilà, parce qu'elles sont aussi pas disponibles pour occuper immédiatement un emploi du fait qu'elles sont des enfants ou autres.
Est-ce qu'il y avait des questions? Je vois qu'il y a des réactions dans le chat, Emmanuel. Non, c'est pour les personnes qui arrivent, si elles veulent se connecter au WooClap, j'ai remis le code et le site. Ok, donc voilà. Donc en effet, aujourd'hui, statistiquement, le taux de chômage des femmes est identique à celui des hommes. Cependant, voilà, elles sont beaucoup plus nombreuses dans ce qu'on appelle le halo du chômage. Alors, quel est le pourcentage des emplois à temps partiel occupés par des hommes? Donc là, on est bien sur l'entièreté des emplois à temps partiel. Attention, on ne vous demande pas quel est le pourcentage d'hommes qui travaillent à temps partiel. Donc 40%, 30% ou 20%. Donc le pourcentage des emplois à temps partiel qui sont occupés par les hommes. C'est bon? Alors, on voit que vous avez noté 20% des emplois à temps partiel occupés par des hommes. Effectivement, vous avez la bonne réponse. 80% des emplois à temps partiel sont effectivement occupés par des femmes. Après, en termes de représentation sur une population genrée, finalement, contrairement à de nombreuses idées reçues, seulement 26,5% des femmes travaillent à temps partiel et 8% des hommes. Donc effectivement, malgré tout, on peut considérer que la majeure partie des femmes qui sont en emploi, à plus de 75%, travaillent à temps plein. Et là, je vais vous inviter à plutôt répondre dans le chat de discussion. Cette fois, je ne me trompe pas. Selon vous, est-ce qu'ils choisissent l'emploi à temps partiel pour les mêmes raisons? Et si oui, pour lesquelles? Ou sinon, d'ailleurs, pour lesquelles? Vous pouvez répondre si vous le souhaitez dans le chat de discussion. Donc, quels sont les motifs, Les femmes ou pour les hommes? les femmes ou les hommes, leur souhait, ou non d'ailleurs, de travailler à temps partiel? Alors, la garde des enfants, les jeunes enfants, ouais. Alors, quand vous notez sur la garde des enfants, le temps partiel parental, le temps partiel subi, ouais, effectivement, dans certains domaines d'activité non choisis. Ok. Alors, effectivement, les temps partiels des hommes et des femmes, ils vont pas être vécus pour les mêmes motifs. Donc là, sur le graphique, les femmes sont représentées en bleu et les hommes sont représentés en jaune. Donc, concernant les femmes, effectivement, le motif principal, c'est pour s'occuper des enfants ou d'un proche. C'est vrai qu'on a toujours en tête la question du congé parental. C'est un facteur de temps partiel, mais il y a aussi la situation d'aidance. C'est-à-dire que ça peut être aussi les difficultés d'un proche, souvent les enfants, mais pas que. Donc effectivement, si dans le couple, il y en a un qui va être plutôt soutien, c'est en général encore aujourd'hui la femme. Vous avez parlé aussi du temps partiel subi. On n'a pas trouvé d'emploi à temps complet. Et ça, c'est un motif chez les femmes, mais c'est le motif le plus important chez les hommes. Donc effectivement, quand les hommes travaillent à temps partiel, dans quasiment 30% des cas, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé d'emploi à temps partiel. Ensuite, pour les femmes et les hommes, on peut voir avoir du temps libre. Ce n'est pas la raison majeure. La question de la santé chez les hommes est aussi très importante, surtout dans des métiers difficiles.
Et on voit aussi que pour les hommes, ça peut être pour reprise d'études et de formation. Mais on voit bien que la question des rôles sociaux et de la situation familiale a plus d'impact sur le temps partiel des femmes. Alors, on continue cette fois avec voilà, les familles professionnelles. Alors, on entend par famille professionnelle, c'est la nomenclature de la DARES qui a fait des regroupements de familles professionnelles par domaine et une famille professionnelle regroupe des métiers de compétences communes en fait. Par exemple, les métiers cadre de la banque, les métiers de l'enseignement, les métiers du paramédical, voilà, ça va être ce type de famille professionnelle. Selon vous, sur ces 88 familles professionnelles, combien sont mixtes? 21, 42 ou 53? Alors, petite précision, on parle de la mixité dans une filière, dans un métier, dans une entreprise, dès lors que 40% d'un sexe est représenté. On n'est pas à 50-50, on considère qu'une filière est mixte dès lors qu'il y a au moins 40% d'un sexe qui est représenté, donc 40-60. Alors, hop, ça bouge encore. Donc, majoritairement, j'attends. Majoritairement pour vous, la moitié, grosso modo, de ces familles professionnelles sont mixtes. Eh bien, en fait, hop, seulement 21 métiers sont mixtes. 21 métiers sont mixtes, hein, donc c'est en effet moins de la moitié. Oh là, j'ai une animation un peu bizarre là. Pourquoi c'est parti? Pardon. Mais ce qui est aussi important de noter, c'est que 22 métiers sont à prédominance féminine et 45 métiers à prédominance masculine. Ce qui veut dire qu'il y a une ségrégation professionnelle, c'est-à-dire que la majorité des femmes vont se concentrer sur un panel de métiers moindre que celui des hommes. Le panel qui s'offre aux métiers pour les hommes, enfin, pas métier pour les hommes, mais les hommes vont avoir un panel de métiers, une diversification des métiers plus importante que ceux des hommes. Alors, à votre avis, est-ce que vous pouvez citer des métiers exclusivement féminins où il y a très peu d'hommes? Je vous laisse mettre dans le chat avant de découvrir ça. Sage-femme. Donc, le service à la personne, la coiffure, aide à domicile, aide-soignante, aide à la personne, puériculture, esthéticienne, la petite enfance, maîtresse. OK. Et La vente. la vente. Voilà. L'insertion, OK. secrétariat, donc prothésiste oculaire, OK. OK. Et des métiers exclusivement masculins. Donc là, on était plutôt dans le domaine du soin, du service à la personne. Donc là, le BTP, la sécurité, l'industrie, le bâtiment, l'industrie, développement informatique, maçon, ingénierie, bâtiment, d'accord. Poste de direction, OK. Alors, c'est les qualifications, on verra après. La politique, les finances, l'entrepreneuriat. OK, donc on voit des domaines d'activité différents entre les femmes et les hommes. Alors, mince, ça zoome pas plus que ça, je suis désolée. Donc là, c'est petit, je suis désolée. Donc pour les femmes, là, sur les métiers, donc les femmes sont en orange, les hommes sont en bleu. Donc vous les avez cités, hein, tout ce qui est lié à l'aide à la personne, aux soins, donc aide à domicile, aide ménagère, assistante maternelle. Vous voyez, 97%, quasi 98% de femmes, secrétaires, employés de maison, aide-soignant, infirmière, aide sage-femme, employé de comptabilité.
Et pour les hommes, les ouvriers du bâtiment, les conducteurs, les techniciens agents de maîtrise, armée, police, les ouvriers qualifiés, les ingénieurs d'informatique, où on est sur des métiers quasi que masculins. Donc, avec des femmes qui vont plutôt être essentiellement sur l'aide à la personne, le social, et des hommes qui vont être sur le bâtiment, l'informatique, la police, le transport. Donc, on retrouve aussi déjà un petit peu cette variété. Après, dans la logique, si on reprend, rappelez-vous la stat sur déjà les apprentissages, et si on reprend, vous en a pas mis, mais si on reprend les filières déjà d'orientation post-bac universitaire ou d'études supérieures, on a déjà cette division sexuée du travail entre les femmes et les hommes, où ils ne s'orientent pas vers les mêmes métiers, vers les mêmes formations et donc vers les mêmes métiers. Et tout ça est bien lié au genre, en fait, à une orientation, un développement de centres d'intérêt différents, d'appétences différentes sur des secteurs d'activité qui font qu'on va avoir cette différence homme-femme sur le marché du travail. Et on va reparler après des postes à responsabilité. Si on prend la catégorie socio-professionnelle, les femmes sont majoritairement des employés, à plus de 60%. 70% des employés sont des femmes, alors que les hommes sont majoritairement des ouvriers. Ils font partie de la catégorie ouvrier. Sur les professions intermédiaires, qui va reprendre notamment tout ce qui est enseignement, voilà, on est à peu près à une parité, à peu près 50% d'hommes et de femmes. Les cadres et professions intellectuelles, même si les hommes sont un peu plus nombreux, c'est aussi assez égalitaire. Par contre, artisans, commerçants, chefs d'entreprise, et vous l'avez nommé, l'entrepreneuriat, où là, les hommes sont beaucoup plus nombreux que les femmes, et pareil pour l'agriculture. Alors, quand on a parlé de l'emploi et des catégories socio-professionnelles, on arrive à la question de la rémunération. Et donc, on va vous demander en moyenne, les femmes, combien de moins elles gagnent que les hommes en pourcentage. Donc, on va parler des inégalités de salaire. Est-ce qu'elles gagnent 24% de moins, 15% de moins ou 4% de moins que les hommes, selon vous? Alors, vous avez peut-être entendu ce chiffre récemment dans les médias, puisque lundi, a priori, depuis lundi, les femmes travaillent gratuitement. Il y a aussi cette date du mois de novembre qui fait que pour symboliser ce salaire, ces niveaux de rémunération inférieurs, c'est la date du 4 novembre, je crois que c'était ça, non, 6 novembre. 6 novembre cette année, 6 voilà. novembre, oui, voilà, ça se décale quand même tous les ans. Avant, c'était le 4 novembre, donc maintenant, on peut se féliciter, c'est le 6 novembre. On a gagné 2 jours. Alors, 24 pour la majorité d'entre vous. Alors, ces chiffres, ils existent, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas de nulle part. Vous voyez, on vous les remet dans la slide de réponse, mais en fait, ils sont à observer ou en tout cas à analyser de plus près. Je vais commencer par le chiffre le plus élevé, le 24,4%. C'est une moyenne. Donc, effectivement, c'est une moyenne qui est élevée, puisque là, on va prendre tous les emplois, quel que soit leur niveau de qualification, quel que soit le temps de travail, quel que soit le domaine. Et donc, par conséquent, si on fait une moyenne de tous les salaires, qu'on soit femme ou homme, on a une différence qui est de 24,4%. Donc ça, c'est une moyenne et c'est un chiffre que vous entendez. Et quand c'est ce chiffre le plus haut, il faut avoir à l'esprit à quoi il correspond. Le second chiffre, il va chercher quelque chose, je vais peut-être dire de plus précis, mais en tout cas, va comparer les salaires entre les hommes et les femmes en termes d'équivalent temps plein. Donc, c'est-à-dire que là, on ne va pas tenir compte déjà des temps partiels. Donc, en tenant compte des équivalents
temps plein, effectivement, l'écart va se réduire à 15,5%. Mais quand on parle d'équivalent temps plein, on parle encore de différence de domaine d'activité et on parle encore de différence de qualification. Donc, ça nous amène à avoir un troisième chiffre qui, on aimerait pourtant qu'il soit celui qui n'existe pas, ce chiffre de 0, le chiffre de 4,4%. Là, on va être sur à poste comparable. Donc, on peut se dire à compétence égale. Et donc, malgré qu'on soit à poste comparable, on a encore un écart de 4,4%. Mais ça, c'est comme la date du mois de novembre. On voit que ça se réduit parce que il y a, on va dire, on le disait, il y a 4 ans, on était 4-5 ans, on était encore à 9% sur cet écart inexpliqué. Et il y a 2-3 ans, on était à 7. Donc là, sur les derniers chiffres, on est à 4,4%, donc ce qui est quand même plutôt un bon indicateur. Mais on voit bien que la question de la rémunération des hommes et des femmes est un sujet quand on a encore des écarts. Et donc, il faut aussi se poser la question peut-être pourquoi cet écart existe encore. On le verra dans la deuxième partie, hein, le 4,4 à poste comparable, il baisse notamment par la loi et les contraintes qui pèsent de plus en plus sur les entreprises. Pour autant, les autres stades de 24,4 et 15,5, ils baissent moins vite en fait, du fait en fait qu'on est encore sur des orientations différenciées, des niveaux de rémunération par secteur qui sont différents et sur lesquels il y a un levier moindre pour contraindre les entreprises à augmenter notamment les salaires où les femmes sont majoritaires. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions sur ça. Alors, vous en avez parlé sur les métiers en disant que les hommes étaient plus souvent auto-entrepreneurs en tout cas. Donc là, on vous propose d'essayer de réfléchir à la part hein, des hommes parmi les micro-entrepreneurs, entrepreneuses. Est-ce que c'est 32%, 42% ou 52%? Je vois une fois. Alors, je vois qu'en fait, pardon, 52%, alors on est à peu près à ça, sauf qu'en fait, je vois qu'on on avait mis la question au féminin et on l'a changé après. Donc en fait, désolé, il y a un petit bug dans la question-réponse. Mais en fait, les hommes sont plus nombreux que les femmes à être auto-entrepreneurs et micro-entreprises, pardon, puisque les femmes représentent 42% des micro-entreprises, donc les hommes représentent 58 voilà, parmi les micro-entreprises. Donc, vous voyez que les femmes créent des entreprises et elles créent majoritairement des entreprises avec un statut moindre qui demandent moins d'investissement de départ, puisqu'elles vont créer plutôt des statuts avec sous le statut micro-entreprise ou entreprise individuelle. Car si on prend les gérants majoritaires de sociétés, nous sommes majoritairement là sur des hommes. Sur la création d'entreprises, les femmes représentent environ 37% des créations d'entreprises. C'est un chiffre qui stagne, qui ne bouge plus depuis quelques années. Et évidemment, on va retrouver également cette différence, les différentes activités comme sur les différences de métiers. Hein. Les femmes ne créent pas dans les mêmes secteurs que les hommes. Elles vont créer dans les secteurs du soin, de l'accompagnement, du social,
de la vente et elles vont beaucoup moins créer dans les activités du bâtiment, de la mécanique et autres. Alors, après la création, on va parler plutôt des grandes entreprises. Et la question sur les 40 entreprises les plus cotées en bourse, hein, donc le CAC 40, selon vous, combien d'entreprises sont dirigées par des femmes? 3 entreprises, 9 ou 14? Alors, le chiffre de 14 ne semble pas l'emporter. Et après, bon, vous êtes partagé entre le 3 et le 9, des plus pessimistes ou des plus optimistes. Donc, effectivement, des femmes directrices d'entreprise du CAC 40, il y en a 3 en 2022. Donc, chez Orange, Engie et Veolia, ce sont les 3 entreprises dirigées par des femmes. Donc, alors là, je vois pas la slide. Donc, excusez-moi, avec toutes les petites fenêtres ouvertes. Et donc, au niveau du SBF 120, on a 14 directrices d'entreprise. Mais si on revient sur le CAC 40 et les responsabilités qu'on a pu adresser à ces 3 femmes, chez Orange et Veolia, au moment de leur nomination, on a dissocié le poste de PDG en 2 postes, un président et une directrice générale. Donc, on voit aussi que malgré qu'elles soient nommées, elles sont nommées sous certaines conditions. Donc, ça, c'est quand même aussi un point important à avoir en tête, c'est que malgré tout, les responsabilités qui leur ont été adressées n'étaient pas les mêmes qu'à leurs prédécesseurs. Par contre, sur les conseils d'administration, on voit que 46% des membres sont des femmes. Et ça aussi, on va le revoir hein, sur la question des lois liées à l'égalité professionnelle. C'est né, entre autres, de la loi Copé-Zimmermann qui a fixé un quota de 40% de femmes dans les conseils d'administration euh, obligatoire et ce qui a favorisé l'accès des femmes à des postes aussi à responsabilité ou en tout cas dans ces gouvernances. Donc ça explique aussi, c'est expliqué en tout cas par le terme que l'on entend de manière régulière, qui est la question du plafond de verre, c'est-à-dire le fait que les niveaux les plus hauts dans les structures hiérarchiques ne sont pas toujours accessibles à toutes les catégories de personnes et en l'occurrence là aux femmes. Et ça lié au fait du sexisme, hein, on en reparlera pour ceux qui participeront à la journée du 7 décembre, mais effectivement, en termes de discrimination, le fait d'être une femme est un facteur de non-accès aux fonctions les plus hautes dans le milieu de l'entreprise. Très rapidement, parce que vous l'avez évoqué dans le chat tout à l'heure, sur la politique, bah oui, en effet, les femmes aussi sont peu nombreuses à s'investir en politique. Pour rappel, hein, sur la dernière législature ou donc aussi élection municipale, les femmes ne représentent encore que 19% des maires de France. Voilà. Donc, on est encore sur des stats, des écarts très différents.
Alors, dernière question avant de passer sur les obligations de l'employeur en matière d'égalité professionnelle. Selon vous, quelle est la part des hommes parmi les allocataires de prépare? Donc, prépare congé parental, en fait, parce qu'en fait, on n'a pas forcément de stats sur le congé parental, donc on s'appuie sur les stats de la CAF, qui est l'allocation versée aux personnes en congé parental. Donc, à votre avis, quelle est la part des hommes en congé parental? Est-ce que c'est 5%, 10% ou 15%? Alors, donc, des optimistes en disant 10%. Et malheureusement, on n'a encore qu'à 5,2% des congés parentaux occupés par des pères. Les congés parentaux sont pris majoritairement par des femmes. Et en plus, aussi encore avec une différence que les pères qui le prennent à congé parental le font souvent à temps partiel, beaucoup plus souvent qu'à temps partiel, alors que 50% des femmes qui prennent un congé parental arrêtent totalement leur activité. Et ça, malgré la réforme de 2014 qui limite le congé parental à un parent, pour un parent à 2 ans, contrairement à 3, en tout cas l'allocation, puisque ça existe toujours au Code du travail, mais en termes d'allocation, c'est limité à 24 mois. C'était aussi dans l'optique de ce que les pères s'en saisissent un peu plus, puisqu'en fait, il y aurait une allocation pendant 3 ans, à condition de partager entre les deux parents, et pour autant, ils ne s'en sont pas saisis plus. Alors, ces différences, pourquoi, dans les couples notamment hétérosexuels, pourquoi ce sont les mères qui prennent plus souvent le congé parental, à votre avis? Je vous laisse répondre dans le chat. Pourquoi les mères prennent plus souvent le congé parental par rapport au père? Moins payé, la carrière, le salaire le moins élevé, elle gagne moins. Salaire. Les hommes sont moins soutenus par leurs employeurs dans la poursuite du congé maternité, dans l'organisation. Peut-être qu'elles ont envie. Les représentations sociales, l'allaitement, moins d'envie pour les hommes. Donc, en effet, on est bien sur ces raisons-là. Déjà, il y a un choix financier qui s'opère, et pour les raisons qu'on a vues tout à l'heure en matière de rémunération dans un couple, quand il peut y avoir un choix financier, celui qui gagne généralement le plus, c'est l'homme. Donc, c'est la femme qui va s'arrêter de travailler, mais aussi en effet par rapport aux rôles sociaux, et du coup le fait que, pour les hommes, c'est peut être aussi compliqué de prendre son congé parental, et il peut être victime de sexisme, là, pour le coup, dans son entreprise, même si c'est un droit, ça c'est pas toujours évident, puisqu'il y a une injonction sociétale qui est que les hommes doivent travailler et pas forcément s'occuper des enfants, et à l'inverse, une injonction des femmes à plutôt s'occuper des enfants, notamment quand ils ont des enfants en bas âge. Et au-delà de l'injonction, puisque nous sommes dans une société avec des rôles sociaux, en tant que femmes, nous avons appris à développer ce centre d'intérêt et à aimer en fait s'occuper aussi de nos enfants, et donc on vouloir aussi prendre ce temps pour s'occuper et rester à la maison, s'occuper des enfants. Et donc, les femmes ont plus souvent développé cet intérêt que les hommes. Voilà. Et donc, pareil pour les tâches domestiques, hein. La dernière enquête temps remonte, il va en avoir une l'année prochaine, mais c'est des stats qui, malgré, n'évoluent pas, même si cette stat-là remonte à 2010. On voit par les enquêtes flash, et notamment les enquêtes qui ont eu lieu pendant le confinement, que la majorité des tâches domestiques sont toujours occupées par des femmes, et que les hommes vont s'occuper de tâches plutôt liées au bricolage, au jardinage, et les femmes vont s'occuper des tâches liées aux enfants, au ménage, aux courses, à la cuisine. Voilà. Avant qu'on passe sur l'égalité professionnelle et les obligations de l'employeur, est-ce que vous avez des questions, des observations sur ces statistiques?
Ou est-ce que c'est OK? N'hésitez pas à mettre OK si c'est OK, si c'est bon pour vous. Ça semble bon. Alors, effectivement, on passe à notre deuxième point sur les obligations de l'employeur. Les obligations de l'employeur, tout d'abord, c'est des définitions, hein, surtout autour de l'égalité professionnelle. Donc, quand on parle d'égalité professionnelle, on va parler d'égalité de traitement, d'égalité des chances entre les femmes et les hommes, tant en termes d'accès à l'emploi, mais au-delà de l'accès à l'emploi, c'est l'accès à la formation, à la mobilité, et à la promotion ou encore à l'égalité salariale. C'est-à-dire qu'au-delà de se dire chacun et chacune doivent trouver un emploi, on doit aussi pouvoir évoluer dans son emploi et accéder au même niveau de promotion et de salaire. Alors, il ne faut pas confondre hein, l'égalité professionnelle avec la parité numérique. On a parlé tout à l'heure, par exemple, de la mixité, mais on ne parle pas alors d'un nombre égal de femmes et d'hommes dans une entreprise ou de femmes et d'hommes sur les mêmes emplois. C'est pas en ayant une parité numérique qu'on pourra garantir l'égalité professionnelle. Ce ne sera pas suffisant. Donc, ce que l'on mesure sur les différents domaines d'activité, c'est que les stéréotypes liés au genre, comme l'a pu évoquer Camille aussi précédemment dans les rôles sociaux, c'est que ces stéréotypes, ils vont affecter l'égalité professionnelle, typiquement sur l'accès à la formation, par exemple, où il va falloir se déplacer en formation. Est-ce qu'une femme, mère de 3 enfants, va pouvoir aller en formation durant une semaine loin, alors que, par exemple, la question se posera moins pour un homme qui sera, lui, potentiellement aussi papa de 3 enfants. Alors, avant de nommer, de voir quels sont les principes généraux en matière d'égalité professionnelle auprès des employeurs, petit rappel historique. Donc, en fait, l'égalité, c'est pas quelque chose de nouveau. Voilà, au début du XXe siècle, les femmes ont acquis un certain nombre de droits et après, en seconde partie du XXe siècle, on s'est attardé plutôt sur le droit en matière d'égalité professionnelle. Donc déjà, 1946, la Constitution, préambule de la Constitution, la femme est égale en droit à l'homme et donc rappelle le principe d'égalité entre les hommes et les femmes. Et en fait, depuis, nous n'avons que des lois qui viennent préciser comment ce principe doit être assuré. Donc, première grande loi 1972 qui vient poser le principe de travail égal, salaire égal, mais qui va encore, qui ne permet pas l'égalité salariale en tout cas. En 1983, il y a une loi très très importante qui est la loi Roudy. Alors moi, je m'amuse à dire que dans la loi Roudy, normalement, tout était dit, tout est dit. La loi Roudy, elle vient poser le principe de l'égalité dans tous les champs professionnels, donc pas seulement salarial, mais aussi en termes de recrutement, de formation, de promotion. Et elle vient préciser aussi la notion de valeur égale, donc travail de valeur égale et donc égal salaire égal. Et elle vient imposer aux entreprises d'élaborer un rapport de situation comparée. Donc ça, vous avez peut-être déjà entendu parler. Ça va être un rapport, une analyse des effectifs entre les hommes et les femmes dans l'entreprise. C'est pas seulement de dire, bah voilà, dans mon entreprise, il y a 100 personnes, 50 hommes, 50 femmes, mais ça va être aussi d'analyser où sont les femmes, où sont les hommes, sur quel type de métier, quelles sont les rémunérations et les promotions et les augmentations de salaire accordées à chaque personne en fonction de son sexe, mais aussi qui est parti en formation, qui a augmenté de qualification, ce type de choses.
Et voilà, sur la promotion, par exemple, on peut pas dire bah, tout le monde est parti en formation, donc je fais de l'égalité, mais c'est aussi d'analyser plus précisément quel type de formation. C'est pas pareil de faire une formation sur un logiciel d'un jour ou de partir 2 semaines en formation sur le management pour pouvoir après gérer une équipe. Donc là, c'est ça qui est fait dans le rapport de situation comparée. Et puis, la loi Roudy pose aussi le principe que on doit avoir une égalité de traitement, donc atteindre l'égalité, et donc une égalité des chances, ce qui veut dire que pour atteindre l'égalité réelle, les entreprises peuvent mettre en place des actions spécifiques à destination d'une catégorie de personnes, donc notamment les femmes, pour atteindre l'égalité réelle. Et depuis 1983, en fait, toutes les lois d'après ne sont venues que renforcer ces principes généraux en venant soit expliquer comment faut élaborer le rapport de situation comparée, donc ça a été le cas par la loi Génisson, et de dire, ben voilà, faut en plus d'élaborer votre rapport de situation comparée, bah, vous allez être obligé de négocier et d'élaborer un plan d'action en écrivant des mesures concrètes pour atteindre l'égalité. Voilà. Et puis après, des sanctions, évidemment, pour les personnes pour les entreprises qui n'élaborent pas ces plans d'action, notamment en 2010 ou en 2015, en 2014, où les entreprises soumises à l'élaboration d'un plan d'action en matière d'égalité professionnelle ne peuvent pas notamment postuler sur des marchés publics. Alors, toutes ces lois, quels sont, à partir de toutes ces lois, les principes généraux en matière d'égalité pour les employeurs? Alors, ça peut se traduire par plusieurs obligations. Première obligation, de non-discrimination à l'embauche. Deuxième obligation, donc on l'a dit, obligation d'égalité en matière de rémunération, de formation et de déroulement de carrière, et avec des obligations qui vont être différentes selon la taille des entreprises. Donc, l'entreprise doit s'assurer qu'elle rémunère de façon équitable les hommes et les femmes, de façon égalitaire plutôt d'ailleurs. Et donc, on parle même de valeur égale. Je vous ai parlé de valeur égale, c'est-à-dire que dans une entreprise, l'entreprise doit pouvoir prouver, par exemple, qu'une secrétaire, elle a le même niveau de rémunération qu'un mécanicien. Je suis un garage, j'ai une secrétaire, j'ai un mécanicien. Si on considère que ces deux fonctions, ces deux métiers qui sont pourtant différents, ces deux personnes ont un niveau de qualification identique, un niveau de compétence et de connaissance identique, un niveau de responsabilité identique, de charge de travail et de stress au travail identique, eh bien, il doit y avoir un niveau de rémunération identique. Donc, c'est ça la valeur égale. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas quelque chose de simple, mais la loi précise quand même tout ça. Donc, dans l'obligation d'égalité, la dernière obligation, c'est par exemple pour les entreprises de plus de 50 salariés d'élaborer un index égalité. Donc, c'est une note qui est élaborée à partir de certains critères qui précisent où ils en sont en matière d'égalité, notamment égalité salariale. Et donc, ils doivent pouvoir faire évoluer cet index. Autre obligation, donc informer les salariés et consulter les instances représentatives du personnel à partir du rapport de situation comparé que l'entreprise élabore. Il doit y avoir une négociation avec les instances du personnel et à partir de là, l'entreprise doit négocier et élaborer un plan d'action. Alors, ce plan d'action, c'est quel ordre ? Donc, le plan d'action, ça a pour objectif de réduire les inégalités entre les femmes et les hommes dans une entreprise. Et donc, on va négocier sur plusieurs thématiques. Les entreprises doivent négocier sur 4 ou 5 thématiques en fonction de leur taille. Les thématiques qui sont ouvertes au champ de la négociation, ça va être évidemment la rémunération, mais également l'articulation des temps, l'embauche, la formation, la promotion, la qualification, la classification, les conditions de travail
et la sécurité et la santé au travail. Donc là, les entreprises doivent concrètement préciser, ben voilà, on va travailler sur la formation, par exemple. Eh bien, dans mon plan d'action, je vais indiquer que l'entreprise s'engage à permettre à un pourcentage de femmes, par exemple, à accéder à des formations, tel type de formation. Voilà, donc ça va être tout ça que des actions, un nombre d'actions que l'entreprise doit mettre en place sur une durée de 3 ans pour réduire les inégalités entre les hommes et les femmes. Et les entreprises qui n'élaborent pas ce plan d'action sont soumises à des sanctions financières. Et enfin, dernière obligation qui pèse sur l'employeur, c'est le fait de prévenir et de sanctionner du harcèlement sexuel. Évaluer les risques professionnels en tenant compte de l'impact différencié en fonction des sexes. Donc, l'employeur a des obligations en matière de santé et de sécurité. Et dans ce cadre-là, l'employeur doit veiller à ce que les personnes soient en sécurité, notamment par rapport au sexisme. Donc, ces obligations par rapport au harcèlement sexuel, ça va être premièrement d'informer l'ensemble des salariés sur cette thématique, de désigner un référent harcèlement sexuel dans les entreprises, qui va être un peu la porte d'entrée pour les personnes, la personne référente auquel les personnes peuvent faire appel en cas de situation, pour faire traiter la situation, et puis la personne qui doit aussi mettre en place des actions de prévention avec l'employeur. Mentionner évidemment ces obligations-là dans le règlement intérieur et élaborer en interne une procédure qui permet aux salariés de signaler des faits de harcèlement et de sexisme et de traiter ces situations-là et donc de sanctionner les auteurs. Voilà. Donc tout ça, ça va aussi se traduire par le fait de, par exemple, indiquer les situations à risque en matière de violences sexuelles et sexistes dans le DUERP, le document unique d'évaluation des risques, de sensibiliser les salariés sur ce sujet-là et de former un certain nombre de salariés qui sont soit en poste d'encadrement, soit les membres du CSE ou de la référence, et de négocier également sur cet accord. Donc, le harcèlement sexuel, c'est aussi un levier à l'égalité professionnelle, puisque le harcèlement sexuel et les violences sexuelles et sexistes au travail freinent à l'évolution de carrière, freinent à aussi la mixité dans certains secteurs d'activité, puisque moins les secteurs d'activité sont mixtes, moins les entreprises, les équipes sont mixtes, plus il y a de sexisme. Et donc, faut lutter contre le sexisme pour aussi permettre la mixité des métiers. Et donc, pour finir sur les obligations de l'employeur, il y a aussi le contrat de mixité. Finalement, Camille en a dit quelques mots précédemment par rapport à la nécessité ou en tout cas la diminution des risques via la mixité. Donc, le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est ouvert aux entreprises sans condition de seuil d'effectif, pour finalement qu'ils mettent en place des actions exemplaires en faveur de l'égalité pro ou de mesures qui permettent d'améliorer la mixité des emplois. C'est-à-dire que s'ils ont des emplois majoritairement traditionnellement masculins, comment un emploi peut devenir un moment, entre guillemets, attractif pour que des femmes intègrent l'entreprise. Donc, ça permet de diversifier les emplois occupés par les femmes, mais aussi par les hommes, et leur promotion dans l'entreprise dans l'objectif de réduire les inégalités professionnelles. Donc, ce contrat de mixité, il peut aider soit au financement d'actions de formation, soit à l'adaptation de postes de travail, puisque parfois on entend que c'est un travail difficile, c'est un travail avec des ports de charge, par exemple, c'est un travail, peut-il être adapté et on peut avoir du soutien dans ce cadre, surtout dans les métiers majoritairement occupés par les hommes. Donc, pour que celui-ci puisse intervenir, il faut quand même qu'il y ait un accord collectif de travail qui va préciser les actions exemplaires en faveur de l'égalité professionnelle,
soit qu'il y ait un plan pour l'égalité professionnelle qui soit intégré à l'entreprise, ou soit des mesures en faveur de la mixité des emplois. Dans tous les cas, l'objectif, effectivement, peut être de montrer qu'un certain nombre d'emplois peuvent être exercés par des femmes, mais pour cela, il faut que ce soit quand même préparé et il faut que l'entreprise soit prête à les accueillir. Et puis, juste pour conclure, on va vous préciser qu'effectivement, malgré toutes ces obligations qui ont été citées, les inégalités persistent. On a pu le voir dans le quiz d'introduction. La question des stéréotypes de genre est très importante puisque ça joue un rôle dans la reproduction des inégalités et ça influence surtout les choix d'orientation. Et donc, pour aller plus loin sur ces thématiques, on peut vous proposer une journée de formation qui se déroulera à Angers sur comment accompagner le public à élargir ses choix professionnels. Donc, celle-ci, elle est proposée dans la poursuite de ce webinaire le jeudi 7 décembre avec pour objectif de s'approprier les concepts, la démarche de l'élargissement professionnel à travers une journée de formation. Donc, vous avez le QR code si vous souhaitez vous inscrire directement. On vous remercie en tout cas pour ces temps et en espérant que cela aura répondu à vos attentes. Après, voilà, on a dépassé de 5 minutes, mais si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, on peut y répondre. Voilà. Est-ce que c'était clair? Est-ce qu'il y a des questions? Je vois que ça... Donc, il n'y a pas de questions. Bon. C'est que tout était très clair. Eh bien, merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup Emmanuel et Camille, et puis à bientôt. Merci à tous pour votre participation. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.